Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un épisode good vibes qui fait du bien au moral, à l'âme si vous préférez, qui apporte une certaine paix intérieure. En tout cas, moi, ces réflexions m'ont fait énormément de bien. Et vous le savez, sharing is caring. On commence directement avec le concept de guérison, healing en anglais. Mais là, je parle vraiment de la guérison de tout ce qui est trauma, événements traumatiques, névrose et compagnie. Et non pas de la guérison d'un cancer ou d'une grippe, soyons focus. Eh bien, pour moi, la guérison, c'est un petit peu fumeux comme concept. Et j'ai mis longtemps à le comprendre. Là, je suis encore sur la voie, mais je vous partage la réflexion au cas où. On nous vend vraiment souvent l'idée de se réparer, d'avoir un moment où on se dit « Ah, ça y est, je suis guéri de mes traumas. Je suis prêt à vivre à fond, je peux être heureux maintenant. » Mais pour moi, c'est un peu biaisé. Pour moi, il n'y a pas vraiment moyen d'être 100% guéri. D'une part, parce qu'on a une multitude de parts en nous qui ne font que être créées, qui disparaissent, qui ressurgissent 10 ans après, on ne sait pas pourquoi. Mais en plus, parce que finalement le corps a une mémoire. On est quelque part un work in progress pour toujours. Et on n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin de travailler sur ses traumatismes, sur ses défauts, comme on pourrait les appeler, ou sur ses parts d'ombre ou whatever. Si ça ne vous sert pas, restez comme vous êtes. Perso, je pense pas qu'on soit obligé de travailler sur ces parts désagréables de nous, les parts qu'on aime le moins. C'est juste que je pense que pour vivre une vie heureuse et alignée, peut-être que parfois il y a des choses qui vous ralentissent. Vous êtes au milieu de plein d'opportunités et parfois certaines facettes de nous empêchent de saisir ces opportunités juste parce qu'on n'est pas encore 100% guéri entre gros guillemets. Donc, pour ce faire, on travaille sur soi et pour éviter que nos rêves soient redirigés et non réalisés, parfois ça nécessite un bon travail introspectif. Et il arrive qu'on passe des années sans être déclenché. Et un jour, un élément déclencheur, un trigger en anglais, va venir nous montrer une autre facette de nous dont on ignorait l'existence, ou un autre bobo, on va dire. Et là, on va faire le focus dessus et on va imbriquer les unes les autres les pièces d'un puzzle de notre vie dans laquelle peut-être ce déclencheur s'est reproduit et on va se rendre compte qu'on est dans un schéma répétitif, un pattern, qu'on n'avait pas forcément identifié jusqu'alors. En 2013, une étude a été faite sur des rats, et franchement, les résultats sont assez intéressants. Ils ont pris un groupe de rats mâles, auxquels ils ont appliqué une espèce de, vous savez, la chien de Pavlov, c'est-à-dire que chaque jour, ils leur faisaient sentir de la fleur d'oranger, et en leur diffusant l'odeur, ils mettaient une petite décharge électrique à ces pauvres rats. Oui, je sais, don't get me started on that. Et pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Évidemment, au bout d'un certain temps, le fait de sentir de la fleur d'oranger déclenchait chez nos amis les rats un niveau de stress intense, identifié grâce à des capteurs. Ces mâles se sont accouplés avec des femelles n'ayant, elles, jamais du tout senti de fleur d'oranger, et devinez quoi, leur bébé, croyez-le ou non, en sentant de la fleur d'oranger, avait le même niveau de stress que leur père, sans n'avoir jamais senti la fleur d'oranger auparavant. L'épigénétique, je vous en ai fait tout un épisode, mais du coup, les traumas de vos parents sont aussi devenus les vôtres sans même que vous le sachiez. Et parfois, vous avez des réactions peut-être épidermiques ou que vous jugeriez vous-même un petit peu extrêmes, qui puiseraient peut-être leur source dans des traumatismes passés ancestraux. Deuxième réflexion qui m'a fait énormément de bien, vous, mes chers, n'êtes pas forts parce que vous avez traversé le pire. Vous êtes forts malgré le fait que vous ayez vécu l'enfer. Alors, tout le monde ici n'a pas vécu l'enfer, qu'on se le dise, mais il y a des personnes qui ont vécu des traumas, des choses vraiment très difficiles dans l'enfance, dans l'adolescence ou même à l'âge adulte. Et en fait, se dire « t'es fort parce que t'as traversé ça », non. Dire qu'on est fort parce que quelqu'un nous a fait du mal et qu'on a survécu, c'est lui donner beaucoup trop d'importance et de pouvoir. Non, vous avez réussi à vous sortir de cette situation parce que vous êtes fort. Ce n'est pas la situation qui vous a rendu fort. C'est pas grâce à cette situation. Si vous n'étiez pas fort à la base dès le début, vous n'auriez jamais survécu. Vous l'aviez en vous, cette force, et vous avez su l'activer au bon moment. Et pour ceux qui veulent se venger, j'en parlerai un peu plus tard, mais rappelons-nous que ça n'est pas à nous d'exposer les péchés des autres.
de tous ceux qui vous ont blessé. J'ai envie de vous conseiller de laisser faire le karma, il va très bien s'en charger. Vous n'allez pas encore passer du temps pour quelqu'un qui ne vous mérite absolument pas quand même. Ces gens qui nous ont blessés ont certainement manqué d'amour, ou peut-être qu'ils n'ont jamais connu l'amour. Pour autant, ils ne sont pas censés nous en priver. Et je pense par exemple aux parents violents, aux parents qui vous ont humiliés ou ceux qui vous ont abandonnés. Vous ne leur avez rien fait. C'est pas parce que vous avez souffert dans votre vie que vous pouvez faire souffrir les autres. Et je suis désolée pour ce que nos parents, les parents violents, etc. ont traversé. Peut-être qu'ils ont traversé des choses horribles, mais c'est juste pas de notre faute. Et généralement, les parents ou les gens qui vous ont fait les pires crasses ont eux-mêmes manqué cruellement d'amour. C'est pas une excuse, c'est juste une raison. Et encore plus important, ou mindset shift, comme on dit, quand un adulte fait du mal à un enfant, l'enfant peut soit devenir cet adulte qui lui a fait du mal, soit grandir en devenant la personne dont l'adulte aurait eu le plus besoin. Si c'est pas clair, réécoutez ce passage. Mais ça risque de vous faire une petite étincelle si vous comprenez ce que je vous dis. J'ai souffert étant enfant à cause de certains adultes, et aujourd'hui, mais quelle ironie! Je suis devenue l'adulte dont ces adultes qui m'ont fait souffrir auraient eu le plus besoin enfant. C'est-à-dire quelqu'un à l'écoute, quelqu'un de aimant, quelqu'un de non rancunier. Et à vous qui m'écoutez qui avez vécu des moments très difficiles, sachez que la vie est capable du pire, mais aussi du meilleur. Je le sais, j'ai vécu les deux. La situation, vous savez, qui vous brise, ou en tout cas on a l'impression qu'elle nous brise, de laquelle on ne pense jamais pouvoir se relever, on peut passer aussi au miracle. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, hein, bien sûr. Ce truc inespéré, à peine croyable, les deux me sont arrivés et vous arriveront probablement aussi au cours de votre vie. On n'est pas fort grâce à ce qu'on a traversé, on est fort malgré et à travers tout ce qu'on a traversé. Troisième point, la discipline. La discipline, c'est décider entre ce qu'on veut le plus et ce que l'on veut maintenant. C'est un travail que j'ai fait en fin d'année à fond, surtout au niveau du sport. Ça, c'est le truc qui résonne le plus pour moi en ce moment. J'ai besoin de récupérer une bonne santé, et c'est vraiment un must, un vrai must. Et pour autant, j'adore manger, j'adore le chocolat, et si je m'écoutais, franchement, je tomberais une plaquette par jour. Bon bah voilà, la discipline, c'est de me dire, ce que je veux le plus, c'est être en bonne santé et ne pas avoir trop de cholestérol. Et ce que je veux maintenant, clairement, c'est de dévorer cette tablette de Ferrero Rocher Coco. Et parfois c'est incompatible, et dans ces moments d'incompatibilité, c'est là qu'il va falloir favoriser ce que l'on veut le plus. C'est pareil pour tout. Vous rêvez de gagner un marathon, mais tous vos potes sortent faire la fête, sauf que le marathon c'est demain. C'est ce que vous voulez maintenant, ou ce que vous voulez le plus. Ne pas brûler des opportunités pour un bonheur temporaire. Et ça va avec le fait d'être assez courageux pour être mauvais à quelque chose de nouveau. C'est une des raisons pour lesquelles les gens n'atteignent pas leurs objectifs. Tu veux perdre du poids mais tu n'y connais rien en nutrition? Lis des livres. Tu veux devenir un entrepreneur mais tu ne sais pas par où commencer? Rejoins des réseaux, regarde des TEDx sur le sujet. T'as peur d'être au premier rang? C'est ok, mets-toi derrière, mais au moins fais-le. Rien de ce que les autres sur cette planète peuvent faire ne vous est impossible. Très grande leçon, fort désagréable. Vous ne serez pas puni pour votre colère, mais par votre colère. Signé Bouddha. La colère, c'est la punition qu'on s'inflige à soi-même pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Et c'est une émotion qui cache souvent de la tristesse. Je pense que j'en ai fait un épisode entier dans lequel je partageais une réflexion de Sadhguru qui disait que quand on est en colère, finalement, on l'est contre soi-même. Exemple, quelqu'un vous a fait une queue de poisson sur l'autoroute, vous êtes en colère parce que vous n'avez pas anticipé. Quelqu'un vous trompe, vous êtes en colère parce que vous ne l'avez pas vu venir, parce que vous ne vous êtes pas assez protégé, ou alors que vous n'avez peut-être pas pris assez soin de la relation. C'est une discussion ouverte, mais qu'en pensez-vous? Une chose est sûre, la colère, au même titre que la rancœur, sont des émotions qui punissent davantage, et avant tout, celui qui les ressent, avant même de punir les autres, comme la vengeance, n'est-ce pas? Ne vous vengez pas, soyez heureux, c'est encore pire. La colère, si elle n'est pas correctement exploitée, finit par pourrir comme un fruit trop mûr. Et je vous conseille le livre pour enfants, Je t'aime quand tu ris, je t'aime quand tu pleures. Je le dédie à tous vos petits-enfants intérieurs, ne me remerciez pas. Donc bien sûr, c'est normal et heureusement qu'on ressent de la colère, mais l'idée c'est de l'utiliser pour quelque chose de productif, pas de ronger son frein. Les émotions fortes comme la colère, la tristesse, le désespoir ou la détresse ont mené au plus grand chef-d'œuvre de l'histoire. Les chansons qui vous donnent le plus de frissons viennent d'émotions certainement très intenses et pas forcément agréables. Donc, question pour vous, la prochaine fois que vous êtes en colère, permettez-vous de vous l'être vraiment? Et comment utilisez-vous cette énergie sexuelle? Pour créer, pour approfondir quelque chose? Quoi que vous soyez, comme dirait Abraham Lincoln, soyez-en un bon. Si vous êtes en colère, soyez tellement en colère que vous allez créer une masterpiece. Autre point, qui passe du tout au tout,
Choisissons des gens qui nous choisissent. Arrêtons, là, maintenant, de laisser des gens qui font si peu pour nous définir autant dans notre vie. Ça revient un peu à l'épisode où on n'accepte que le strict minimum. Pourquoi est-ce qu'on ferait passer quelqu'un en priorité quand pour lui on n'est qu'une option? Bon alors là, je plaide coupable de mon côté, hein. Il m'arrive de donner énormément à des gens qui me feront toujours passer en deuxième. Sauf que ça, les amis, c'était notre version 1.0. Maintenant qu'on t'en est rendu compte, on va agir dans notre vie comme si on était à la tête d'une société. Donc, chez Laurita Corp, je promeux, je vire, je fais des ruptures co en fonction des actions, et non des mots, hein. Rappelons-nous de l'épisode du même nom, de tous les employés qui constituent Laurita Corp. Comprendre donc de mon entourage. Et ceci est une métaphore, bien entendu. Et parfois, on ne se rend même pas compte que certains donneraient ou donnent beaucoup pour nous parce qu'on est trop occupé à essayer de donner pour ceux qui n'en ont rien à faire. Donc maintenant, avant de se plier en quatre pour Jean-Michel ou Jacqueline, demandons-nous simplement si cette personne a agi pour nous montrer qu'on compte pour elle ou pas. Il y a des personnes, chers amis, qui ne nous aimeront jamais parce que notre présence irrite leurs démons et déclenche leur trauma. C'est pas vous, c'est la dynamique. Certaines personnes sont aimées de tout le monde, mais avec vous, juste ça passe pas. Ils ne vous apprécient pas, ou vous sentez une friction, une énergie incompatible. C'est simplement que vous générez quelque chose chez eux que les autres ne génèrent pas. Peut-être que vous leur rappelez quelqu'un, ou bien que vous activez une jalousie parce qu'ils voient en vous ce qu'ils n'arrivent pas à faire sortir chez eux, ou encore que peut-être que vous faites des choses qui les font se sentir mal. Je vous donne un exemple. La copine d'un ami à moi est très axée sur l'apparence, elle veut toujours être perçue comme une personne idéale, Brie Van de Camp, pour ceux qui connaissent. Vraiment, tout doit être toujours nickel, zéro autodérision. Elle est branchée, elle est stylée. C'est ce genre de personne qui se dit oh, « que vont penser les gens ?» Et dans notre groupe d'amis, elle s'entend vraiment avec tout le monde parce que, normal, elle fait aucune vague. Moi, je l'apprécie, mais elle, je pense qu'elle peut pas me voir. Pourquoi ? Parce que moi, j'adore poser des questions un peu inédites, qui mettent les gens un peu dans des situations extrêmes, pour les connaître un peu mieux. Je fais ce que j'appelle des imagines, je vous en ai déjà parlé. Des questions à la scrupule pour ceux qui connaissent le jeu de société. Imagine, ton mec t'apprend que c'était une femme avant. Ta fille de 11 ans te demande de lui donner la pilule, que fais-tu ? Bref, des questions hyper intimes, gênantes, improbables, mais moi qui m'amuse beaucoup, et surtout qui me permet de connecter à un autre niveau avec les gens, et qui sortent aussi des sentiers battus. Du genre, ça va la semaine ? Quoi de beau dans la vie ? Ça m'ennuie au plus haut point. Et elle, du coup, ça la pousse dans des situations où elle n'a absolument pas envie d'être parce que elle arrive pas à savoir quelle réponse mettrait tout le monde d'accord. Genre à l'unanimité, parce qu'il n'y a pas vraiment de normes. C'est pas des questions du style « Est-ce que c'est bien de tromper son mec ?» où globalement tout le monde pense à peu près pareil. On connaît la réponse de la plus grande majorité des gens, donc on se mouille pas trop de dire que non. Mais est-ce que tu restes avec ton mec s'il t'a menti tout ce temps sur son sexe ? Peut-être que c'est un petit peu plus touchy. Donc, je la déclenche. Et donc, elle n'aime pas les émotions et les sensations qu'elle ressent à mon contact. Donc, elle ne m'aime pas vraiment quand je suis là, finalement. Mais c'est pas moi, c'est pas elle, c'est juste nous deux. Notre dynamique. Moi, ça alimente certainement quelque part un besoin d'être différente, d'impacter, blablabla, un besoin d'importance. Et elle, c'est certainement un besoin d'être dans la norme, d'être surtout pas remarqué, et donc forcément, quand on se rend compte, ça peut pas matcher. Mais c'est ok, on peut pas plaire à tout le monde. Et on ne va pas changer sa personnalité pour plaire à quelqu'un. Ça, c'est un gros travail qu'on doit tous faire, c'est accepter que c'est ok de ne pas plaire à tout le monde, parce que ça apporte un certain niveau de paix intérieure, je vous assure. Et à l'échelle des stars même ceux qui semblent faire les meilleures choses, ils sont critiqués. Oprah, Mandela, Gandhi et compagnie, même Jésus, ils sont tous soit adorés, soit parfois détestés. Si personne ne te déteste, j'ai envie de te dire que peut-être que personne ne t'adore. Et donc en gros, peu importe les actions, et tout ce que vous allez mettre en place pour être aimé, vous ne ferez jamais l'unanimité, et personne ne fera jamais l'unanimité. Ça, c'est mon plus gros challenge. Osez être détesté. Osez parce que s'il y a scission, si les gens vous aiment pas du tout, alors il y aura des gens qui vous adoreront très très fort. Ensuite, bon ça c'est classique et ça revient souvent, mais finalement ça fait du bien, agissez comme la personne que vous voulez devenir. Gros travail de ces derniers mois, mais je me suis fait une réflexion lors d'une méditation. Si on attend par exemple le 1er janvier pour devenir la personne qu'on veut être, on sera jamais cette personne le 1er janvier. C'est un peu comme les fumeuses qui disent « Ah moi j'arrêterai quand je serai enceinte ». Bah bien sûr, commence dès maintenant parce que j'ai envie de te dire que le jour où tu tombes enceinte, ça risque d'être très difficile d'arrêter de la cigarette. Certains aspects de nos vies ne nous servent pas et nous empêchent même parfois d'avancer. Et c'est ok de mettre un terme à ça, c'est ok de fixer des limites, c'est salvateur. Et quand on est dans un processus de transformation, quand on garde des gens qui n'alignent plus avec les versions passées, ça nous ralentit. Et quand on garde aussi des aspects de notre personnalité qui ne nous servent plus, ça nous ralentit. C'est ok de faire des pauses avec des anciennes choses qui nous animaient avant ou qui nous faisaient du bien avant, parce qu'elles nous maintiennent là où on est et nous empêchent d'arriver là où on a envie d'aller. Donc, petite question pour vous, quelles sont les distractions dans votre vie ? À chaque fois que vous agissez, si vous vous dites « Qu'est-ce que ferait ma version désirée, la version la plus alignée avec ce que j'ai envie de devenir ?» Évidemment, vous allez le devenir. Qui cette personne fréquente ? Comment elle passe son temps ? Peut-être qu'elle a besoin de prendre des muscles, de perdre du poids.
Une fois qu'on a un but, on commence à agir comme la personne qui aurait déjà atteint ce but. Exemple, ma version idéale, c'était de ne pas avoir des kilos de grossesse parce que ça me ralentit à tout niveau. Déjà, je galérais à monter les escaliers, ça c'était un no-go. Donc, je me suis bougée à faire du sport chaque jour, même quand il fait froid, même quand il fait nuit, parce que ma version idéale est disciplinée, elle est en bonne santé, elle est endurante, elle aime le challenge et elle sait ne pas s'écouter parfois. Et devinez quoi? Grâce à ce mindset de agir comme la personne que j'ai envie d'être, c'est-à-dire la personne solide, tonique, etc., j'ai perdu 8 kilos. Alors je sais, on entend souvent que blabla, ta meilleure version, c'est un discours culpabilisant, ça prouve que tu ne t'acceptes pas. Non, 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 non. Tu peux t'accepter et vouloir te challenger. Quoi qu'il y arrive dans la vie, tu vas changer en fonction des choix que tu fais, que tu le veuilles ou non, et bien sûr que tu vas t'améliorer ou peut-être régresser. Sinon, c'est bizarre. Moi, je connais personne qui veut régresser dans un domaine, hein. Donc stop de taper sur les gens qui te disent « deviens ta meilleure version ». C'est juste une volonté de se pimper. Et si tu n'as pas cette volonté, comment ça se fait que par exemple tu te maquilles? Pourquoi tu commences de nouvelles activités? Pourquoi tu voyages? Pourquoi t'étudies d'autres choses? Comment ça se fait que tu lis? Comment ça se fait que tu vas au sport? Donc stop un peu, hein. Soyons francs. Vous pouvez accepter vos parts moins aimables et quand même vouloir vous pimper, hein. Ensuite, pareil, pas facile mais agréable, soyons reconnaissants des mauvais jours. Parfois, on a des mauvais jours, tout le monde. Et les mauvais jours, c'est ok de pleurer, c'est ok de s'énerver, c'est ok de faire n'importe quoi. Les mauvais jours permettent aussi d'apprécier les bons jours. On ne saurait pas ce qu'est un bon jour si on n'avait pas de mauvais jours. Et ça, c'est le process qui va nous faire tomber amoureux de la vie. C'est pas matériel, c'est juste l'expérience. Ce qui nous rend heureux, c'est toujours le chemin. Et j'en ferai tout un épisode très prochainement. Plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Et parfois, admettons, vous voulez quelque chose très 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 fort, vous travaillez hyper dur et vous l'offrez. Et une fois que vous l'avez, en fait, vous revenez à un niveau de bonheur ISO. C'est l'adaptation hédonique, ça vous rattrape tout le temps. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que finalement, vous avez toujours un niveau de bonheur plus ou moins. Et ça ne change pas en fonction de ce que vous arrivez à obtenir ou pas. Alors que pendant le chemin d'obtenir quelque chose, pendant les galères, pendant les bons jours, au moment où on planifie, où on voit son objectif se rapprocher, où on voit le montant par exemple nécessaire sur votre compte si jamais vous voulez vous acheter quelque chose, ou au moment où vous allez dans un magasin où vous achetez, c'est ça qui vous procure de l'endorphine, des sensations, des ascenseurs émotionnels, et c'est ça qui finalement constitue la vie. Si tu me dis « je veux ça » et je te le donne, tu vas dire « ouais, ok, je suis contente, mais après, quoi d'autre ?» Tu vas vouloir quelque chose d'autre, et quelque chose d'autre, et quelque chose d'autre. Les mauvais jours et les difficultés font aussi partie du chemin, et on en rencontre tous. Et quand les gens veulent perdre du poids, ce qui est excitant, c'est pas en soi d'arriver directement au poids, c'est aussi le challenge, c'est aussi se comprendre, c'est aussi faire des tests, évoluer, voir son corps se sculpter, c'est ça qui est excitant dans la vie. Ensuite, parlons des gens toxiques. Vraiment, je vous raconterai ensuite pourquoi, mais les gens toxiques ne sont plus du tout attirants une fois qu'on a, entre guillemets, guéri, comme je vous en parlais au début de l'épisode. Une personne, entre guillemets, guérie, ne sera plus attirée par quelqu'un de blessé ou par quelqu'un de, entre guillemets, toxique. Comment savoir si on est dans une relation toxique? Je pense que une partie des relations toxiques, c'est le fait de ne pas arriver à se dire au revoir et en même temps ne pas arriver à bien se traiter. Et comment savoir si on s'en est sorti de cette relation toxique? En revoyant ou en repensant à la relation toxique. Quand on en est sorti, elle ne nous semble plus du tout attirante. Tout ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Je répète, tout ce que tu ne changes pas, tu le choisis, et ce, chaque jour. On choisit son partenaire, son job, son lifestyle, ses amis, son appart. Plus grande leçon. Ce que tu ne changes pas, tu le choisis, et vraiment tout dans la vie est soumis à cette règle. Par exemple, votre corps, votre mindset, votre partenaire, votre job, votre ville, votre statut, vos relations. C'est rageant, hein, et c'est dur de se le dire, et c'est dur de le reconnaître, parce que bien souvent, on est dans un espèce de schéma « mais je peux pas » ou « pour moi c'est trop dur », mais on fait toujours les choix qui représentent le plus d'avantages pour nous. Je prenais souvent l'exemple des impôts. Vous avez le choix de ne pas payer vos impôts, mais si vous ne payez pas, vous risquez soit de finir en prison, soit d'avoir une énorme amende à payer. Donc on choisit le choix le plus confortable, ou le moins inconfortable, qui est que même si tu râles, tu vas payer tes impôts. C'est pareil pour tout, et ça rejoint le point précédent sur la discipline. Notre situation actuelle est le résultat des choix qu'on a fait il y a 6 mois. Pour changer sa réalité, dans 6 mois, il va falloir faire des choix aujourd'hui. Et j'ai la sensation que parfois on a l'impression qu'on peut pas changer, mais bien sûr que si, on peut changer, tout le monde change. Par contre, ça nécessite de prendre la responsabilité de ses actes et savoir qu'on est responsable de prendre sa vie en main. Il y a une expression en anglais qui s'appelle « It takes two to tango », c'est-à-dire on co-construit toujours ce qu'on vit. Des fois, c'est un peu dur à admettre, surtout quand on vit un peu l'horreur. Mais je vous ai fait un épisode sur le triangle dramatique. D'ailleurs, il y a bien longtemps, allez l'écouter si vous vous sentez dans une relation malsaine. Il y a toujours 2 histoires, 2 versions d'une même histoire. Et les 2 sont interconnectées. Ça, c'est pour ceux qui se font passer pour des victimes. Ou, si je vous donne un exemple perso, quand j'étais sous l'emprise de mon manager, je me suis laissée être sous l'emprise. Les gens toxiques vont vers tout le monde.
Et seulement certains les laissent grignoter les limites, ceux qui ne savent pas fixer de limites finalement. Pareil dans les relations amoureuses, votre partenaire vous a trompé. Quel goujat. Mais attendez. Pourquoi? Est-ce que vous avez été assez valorisant? Est-ce que vous avez été à son écoute? Est-ce que vous continuiez à prendre soin de la relation, soin de vous, soin de cette personne? Vous allez me dire, c'est pas une raison. Certes, mais quand un couple bat de l'aile ou que quelqu'un va voir ailleurs, il y a aussi une responsabilité du partenaire qu'on le veuille ou non. Parfois, on ne veut pas voir sa responsabilité, parfois on se fourvoie en se racontant qu'on a tout fait pour cette personne, je lui ai tout donné, qu'on s'est comporté de façon idéale, oui, dans notre réalité. Mais maybe, l'autre, et c'est presque sûr, manquait de quelque chose. Quand quelqu'un vous manque de respect, peut-être que vous lui avez laissé sous-entendre que c'était sans conséquence. Comme je vous l'expliquais dans un épisode sur comment l'attirer, quand on veut quelqu'un dans sa vie qui est très occupé, très sélectif, on fait très attention à ne pas le froisser, on fait très attention à arriver à l'heure. Quand on sait que la personne est très valuable, alors là je vous garantis qu'on va pas aller la tromper à droite à gauche. Si la personne vous manque de respect, c'est peut-être parce que vous ne lui avez pas montré à cette personne à quel point vous méritez le respect. Peut-être que vous ne lui avez pas montré à quel point vous vous respectez assez. Oui ou non? Et enfin sur ce point, vous n'avez pas toujours à donner votre version de l'histoire parce que le temps le fera pour vous. Ça m'a apporté énormément de paix. Parfois, j'avais envie de me justifier. Parfois, je passais pour la méchante. Et je me justifiais. Mais finalement, parfois, les gens qui ont été hyper chelous avec vous vont forcément trouver d'autres proies et l'être aussi avec d'autres. Et vous n'avez rien à dire. Asseyez-vous, prenez des pop-corn et observez gentiment. Je ne pouvais pas faire un épisode Good Vibe sans vous dire que la vie vous teste jusqu'à ce que vous ayez compris la leçon. J'en parlais tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un pervers narcissique duquel j'étais sous l'emprise. C'était affreux, j'en pouvais plus. Et je m'en suis sortie en partant aux États-Unis, en mettant un océan entre nous. C'était dans le cadre du boulot. 6 ans plus tard, les amis, j'accepte un super job là, récemment, dans une super boîte, et j'apprends que cette personne vient d'être embauchée exactement au même moment, dans la même boîte. Les amis, on est à Paris, dans une ville immense où il y a des milliers et des milliers de boîtes. Quelles sont les chances pour que ce type, qui m'a vraiment fait énormément souffrir, et moi-même, soyons embauchés au même moment, dans la même boîte? Vraiment, c'est la vie qui me dit « Ok ma cocotte, tu dis que t'as évolué ? Fais voir. » La vie a de l'humour, pas vrai? Mais occasion idéale de voir si oui ou non je suis toujours sous emprise. Et spoiler alerte, non, bien sûr. Quel bonheur. Je peux aujourd'hui dire que je me suis sortie de certains schémas répétitifs. Pas tous, évidemment. Je reste hyper vigilante, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est un non-sujet. Vous vous rendez compte? Pendant 4 ans, j'étais sous l'emprise d'un type parce que je manquais de confiance en moi, parce que j'avais envie d'aller toujours plus loin, de donner toujours plus. J'avais une faille. Et je me suis guérie pendant les 6 dernières années. Et là, rebelote, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et là, j'estime que c'est un rendez-vous et je ne l'ai pas loupé. Et c'est pareil pour celles et ceux qui se disent « je tombe toujours sur le même genre de personne ». C'est vrai? Ou peut-être que c'est parce que t'as pas appris la leçon. Donc on t'apprend la leçon jusqu'à ce qu'elle soit intégrée. Et plus tard, peut-être dans 10 ans, on te remettra un profil identique pour voir si t'as fait du chemin. La vie est un jeu. Sans transition, ne changeons pas notre nature face à quelqu'un de malheureux parce qu'on va se sentir misérable. Et d'autant plus que quel pouvoir on laisse à l'autre dans ces cas-là. Ça, c'est pour toutes les némésis en puissance. Tu vas te venger alors que t'es une bonne personne. Pourquoi tu veux faire du mal? Pourquoi tu veux être mauvais avec quelqu'un alors que c'est pas ta nature? C'est un plaisir temporaire, mais au final, on se sent mal et pire encore, on agit en désalignement avec ses valeurs, donc on perturbe sa paix intérieure, on s'en veut, on culpabilise. Ça n'alimente que temporairement l'ego, mais à la fin, on n'est pas fier de soi. Donc pour terminer, la solution de facilité, c'est de se venger et de faire du mal. J'étais la plus grande vengeresse de la Terre, mais j'ai réalisé que c'était beaucoup plus dur de rester sympa et droit dans ses baskets avec quelqu'un qui ne l'est pas que de se laisser aller au mépris. Et dans la même veine, si tu mets toujours ton bonheur dans les mains de quelqu'un, si cette personne ne fait pas ce que tu veux, tu vas devenir vraiment sans pouvoir. Sois d'abord complet toi-même et ensuite les autres ne seront que des bonus. Une fois que vous savez comment vous voulez agir, ne laissez plus personne perturber votre paix intérieure ou avoir un certain impact sur votre état émotionnel. Gros sujet du moment aussi, utilisons la nourriture comme médecine, sinon la médecine va devenir notre nourriture. Si vous pensez que la santé coûte cher, essayez la maladie. Vraiment, cette partie, c'est une claque que je me suis pris l'an dernier quand mon père est décédé. J'ai réalisé à quel point chaque petite action qu'on fait au quotidien construit soit un empire, un temple saint, soit au contraire contribue à construire un monster, à détruire à petit feu ce corps sain de base. La nourriture, c'est vraiment une action qu'on fait plusieurs fois par jour, chaque jour. Et quand elle n'est pas choisie avec sagesse, petit à petit, le corps nous le montre. Quand on mange trop de sucre, par exemple, ça se voit, on a des caries, on a une silhouette pas hyper harmonieuse, la peau, c'est l'enfer. Et ça, c'est que l'extérieur, donc je me dis que ça doit être pas très joli à voir de l'intérieur. Donc il s'agit pas du tout de régime, là. Hein. Il ne s'agit que de se renseigner sur soi, comme une machine qu'on connaît finalement très peu. Hein. J'ai toujours été étonnée du manque de curiosité dont on a tous fait preuve quant à la nutrition.
On part du principe que ce qu'on nous a enseigné, nos parents généralement, est une vérité générale. Parfois même les médias. Genre, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Personne n'a jamais remis ça en cause. On répète bêtement des théories qu'on a entendues sans vraiment savoir, sans vraiment comprendre. C'est fou quand on y pense. On remet beaucoup d'apprentissage de nos parents en question, mais alors par contre la nutrition, absolument pas. Quoique ça commence un petit peu. Je sais pas vous, mais moi il y a des nourritures qui me font du bien, non seulement au corps, mais aussi, entre guillemets, à l'âme. Je me sens en paix quand j'en consomme. Genre, vous savez, l'infusion de fin de journée, ça m'apaise. Si nous prenions les rênes de notre santé et que nous nous intéressions à ce qu'on s'inflige chaque jour. Comment se supplémenter? Quelles sont nos carences? Est-ce que le jeûne intermittent c'est intéressant? Est-ce qu'il faut consommer du lactose? Si oui, en quelle quantité? Et de la viande? Idem. Qu'est-ce qui compose les alternatives à la viande? Parce que ça aussi c'est l'angoisse. Pourquoi l'aspartame est-il mauvais? Quel effet il a sur le cerveau? Pourquoi cuisiner avec l'huile d'olive est néfaste? Le faire cuire, j'entends. Tous ces petits gestes anodins construisent l'équilibre fragile de notre corps. Et le sport devrait être une célébration de ce que nos corps peuvent faire et non pas une punition de ce qu'on a mangé. Faire du sport, c'est un merveilleux moyen de sécréter des endorphines, de se sentir reconnaissant, parce que faire du sport, c'est aussi voir des progrès, se connecter à soi-même, se consacrer du temps. Et qu'est-ce qu'on se sent bien après? Donc faire un gros focus sur la santé, je pense que ça fait aussi du bien à tout le monde. Big time, parfois, il faut laisser l'autre faire des erreurs. Aïe, douloureux, difficile. Notre nature humaine adore le confort et ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage de changer. Et plein de gens ne veulent pas changer et c'est ok. C'est pas parce que vous voulez accomplir plein de trucs que les autres le veulent aussi. C'est pas parce que vous voulez progresser ou grandir que les autres le veulent aussi. La plus dure leçon de l'année dernière pour moi, c'est que certains sont bien dans leur confort, ils pensent qu'ils sont par exemple assez smart, qu'ils sont en place, qu'ils n'ont besoin de rien d'autre, qu'ils n'ont pas de trauma, et c'est ok. C'est dur à dire mais c'est ok et on ne peut pas les changer. Je pense vraiment qu'on ne peut pas changer quelqu'un s'il n'a pas envie de changer. J'ai reçu des messages là, depuis que j'ai commencé le podcast, plein de messages de gens qui me disent « Tu as changé ma vie, mais non, j'ai rien fait. Tu peux écouter mon podcast et si tu ne veux rien changer, tu ne vas rien changer du tout. » Quand on essaie de changer les gens, on gaspille littéralement de l'énergie au lieu de créer notre propre vie idéale. C'est un peu, vous savez, comme dans l'avion. Avant de mettre un masque à oxygène aux autres, faut déjà peut-être en avoir pour soi-même parce que mort, vous allez aider personne, clairement. Et il y a aussi cette notion de... C'est un peu comme si vous vous mettiez au milieu d'un instituteur qui met une fessée à un élève. Eh bien, qui est-ce qui prend la fessée? C'est Bibi. D'une part, on ne change pas les gens et on ne force pas le développement personnel de quelqu'un, mais en plus, parfois, pour grandir, on a besoin d'apprendre, on a besoin de se manger la tronche. Comme un enfant qui apprend ce que ça veut dire « ça brûle ». Tu comprends? Quand t'as touché une casserole brûlante, sinon c'est un concept assez flou. Eh bien vous, si vous essayez toujours de tirer quelqu'un vers le haut qui veut absolument toucher la casserole, vous risquez de vous brûler. C'est dur de voir des proches s'autodétruire, être au fond du seau, ou même faire une erreur. Mais parfois, la meilleure façon d'aider, c'est de se mettre en retrait. On sera là quand ils auront besoin de débriefer sur l'erreur et quand ils auront appris la leçon. Il est donc dangereux de se mettre entre la leçon que quelqu'un doit recevoir et cette personne. Ensuite, toute la vie, on rencontre des gens qui ont des missions dans notre vie. C'est vraiment ma théorie du moment, celle en laquelle je crois le plus et qui me fait extrêmement de bien. Et même les mauvaises rencontres, elles ont un intérêt. C'est là qu'on grandit, qu'on apprend. Certaines relations sont toxiques, sont horribles, on a l'impression qu'elles ne servent à rien et que vraiment le sort s'acharne, et d'autres font vraiment du bien. Mais en tout cas, chaque personne que vous rencontrez a un rôle et un but dans votre vie et vice-versa. C'est comme si on avait un peu un contrat d'âme avec eux. Cette personne est supposée être dans ta vie pour t'élever, et ça va t'élever. Même si c'est une relation pourrie, on va en devenir plus sage. Donc, à chaque personne que vous rencontrez, demandez-vous, qu'est-ce que cette personne est venue m'apprendre? Quand on comprend que tout le monde a un but dans notre vie, si cette relation se termine, c'est peut-être que cette personne a accompli son but dans notre vie et vice-versa. On était peut-être censé se fréquenter pour une certaine période de temps. Peut-être que c'était écrit qu'on allait se séparer. Et ça permet vraiment de se détacher et donc peut-être de faire de la place pour le reste. Quand on laisse partir, on attire aussi. Comme s'il y avait un panneau, la place est libre. Ou pour changer quelque chose dans sa vie, il faut faire de la place et supprimer ce qu'il y avait avant. Si vous voulez rénover votre déco de votre appartement, il va falloir accepter de se débarrasser de ce vieux canapé violet. Autre réflexion. Les gens dits méchants ou malpolis sont seulement des gens malheureux qui recherchent n'importe quelle forme d'attention. How peaceful. Vraiment, les gens qui rabaissent, qui font des blagues vaseuses, qui médisent sur les réseaux, etc., ce sont des gens, comme je vous le dis souvent, qui ne sont déjà clairement pas assez occupés. Perso, j'ai vraiment pas le temps d'être méchante. C'est un peu comme quand on vous dit que quand vous êtes parents, vos enfants ont le plus besoin d'amour dans les moments où ils sont le moins aimables. Et là, c'est pareil. Ces gens-là, ils manquent cruellement d'amour. Et donc, ils compensent et ils laissent parler leur peine à travers des actes malveillants ou bien colériques ou autres. Et on en revient du coup à la colère. Personne n'est foncièrement méchant.
mais les gens agissent d'abord dans leur intérêt, pour assouvir des pulsions, pour combler des vides, et j'en passe. 3 derniers points. Personne ne se fait tout seul. Oh, mon Dieu, surtout sur les réseaux sociaux, self-made millionnaire, les gens qui croient s'être fait tout seul. Je n'accepte pas d'aide, je me suis fait toute seule, mais bullshit. Mais quel baratin! Ça, c'est un mindset de pénurie, de penser qu'on a besoin de personne, qu'on n'a pas besoin d'aide. Sans aide, t'aurais jamais appris à marcher, à lire. Sans aide, tu n'aurais pas la connaissance que tu as aujourd'hui. Bien sûr que tout le monde est fait pour s'entraider. Tu veux partir en vacances, ton chauffeur Uber t'aide à t'y rendre. Oui, on est aidé et personne ne se fait tout seul, mais quelle énorme blague! Accepter qu'on a besoin d'aide dans la vie, c'est être humble, savoir qu'on a besoin des autres et vice-versa, parce que savoir aussi que les autres savent certaines choses qu'on ne sait pas. Et que chaque personne qu'on rencontre peut nous apprendre quelque chose. Avoir besoin d'aide et l'accepter, c'est grandir plus vite. Je peux apprendre le chinois toute seule avec un bouquin, mais j'irai beaucoup plus vite avec un prof ou si jamais je vais parler à des gens sur place. Le temps est une ressource précieuse. Et parfois, accepter de l'aide fait gagner un temps fou. Ensuite, réflexion sur le luxe. Parce que le vrai luxe, pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir un air non pollué, de l'eau, un lien avec la nature et surtout la santé. Pour moi, c'est ça, être extrêmement riche. Je vous en ai parlé pour fréquenter des gens qui alignent avec là où je veux aller. En ce moment, je côtoie de plus en plus de gens vraiment très très riches. Et parmi eux, certains portent des pièces de luxe et certains non. Et je me suis rendu compte de la différence entre les deux. Ceux qui sont quasiment milliardaires ne portent aucune pièce de luxe, ou en tout cas, les vêtements qu'ils portent sont certes des créateurs ou du sur-mesure, mais il n'y a pas de logo dessus, c'est des marques inconnues du grand public. Par contre, certains, plutôt des millionnaires du coup, eux portent des pièces, des sacs de luxe par exemple, des vêtements de luxe, des chaussures de luxe. Je crois que c'est la différence entre les gens très 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 riches, les gens extrêmement riches et les autres. Regardez Steve Jobs, très très riche, portait le même jean et le même col roulé noir tout le temps pour ne pas avoir de charge mentale à choisir quelle fringue il allait mettre. Et finalement, les objets de luxe ou les vêtements de luxe, c'est juste un excellent marketing, parce que qu'est-ce qui différencie un sac Chanel d'un sac Tati quand on y pense, en termes de compétences? Un sac est un sac, Les deux seront capables de porter tes clés. Donc c'est vraiment l'image qu'on veut se donner. C'est ok, mais la différence entre les riches et les richissimes, c'est le fait que les deuxièmes n'essaient pas d'avoir l'air riches. C'est une réflexion que j'ai trouvée hyper intéressante, une observation que j'ai faite, ça va peut-être vous amener nulle part, mais vous penserez à moi la prochaine fois que vous verrez des gens habillés de la tête aux pieds en Gucci, en Guess ou quoi que ce soit. Et enfin, l'intuition, les amis, se trouve toujours avant le mais. Je vous vois en train de justifier vos choix par la raison là. Oui, j'aimerais bien déménager, mais je sens que ce job est pas pour moi, mais je ne sais pas si je suis heureux avec elle, mais j'ai envie de devenir prof de yoga, mais est suivi par des excuses, des freins, venus tout droit de notre cerveau qui lui déteste de sortir de sa zone de confort. Je terminerai donc cet épisode en vous disant que si vous n'êtes pas assez excité et enthousiaste à propos de quelque chose, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Si t'en as marre de ton job, arrête. Si t'es pas enthousiaste à l'idée de rentrer chez toi voir ton mec, change, etc. Si ça vous coûte votre paix intérieure, alors c'est beaucoup trop cher. J'espère que cet épisode vous fera le plus grand bien. Hâte d'avoir vos réflexions en commentaire et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.